Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va rester prudent, mais l'accord entre la Chine et les États-Unis fera peut-être date. C'est en tout cas ce que l'on retient de cette COP26 qui devrait s'achever demain à Glasgow. Les deux pays se sont engagés à faire davantage dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux accords de Paris. La France, elle imagine déjà les villes de demain moins gourmandes en énergie et surtout moins tentaculaires. L'équivalent d'un département agricole disparaît tous les 10 ans sous les tonnes de béton. Ce que l'on appelle l'artificialisation des sols n'est pas sans conséquence, notamment lors des épisodes de fortes pluies et d'inondations. La loi prévoit de réduire la consommation de foncier de moitié d'ici 2030. Pour les zones faiblement peuplées, ce ne sera pas un problème, mais dans les départements très prisés comme l'Hérault, c'est une autre histoire. Reportage Stéphane Burgat. Une population qui a augmenté de 50% ces 30 dernières années. À Castries, la maire Vanessa Vassas-Mejri va bientôt manquer de solutions pour construire par exemple une nouvelle école. Comme la législation nous dit zéro artificialisation à un moment donné, dans le village, on n'a aucun terrain qui correspond à ces 6000 mètres carrés nécessaires à la construction d'une école. C'est un peu le casse-tête. Dans un département attractif comme l'Hérault, ces nouveaux objectifs de consommation foncière semblent intenables. Chiffre Hervé Van Aldevelde, président régional de l'UNAM, le syndicat des aménageurs. On va devoir passer d'une consommation constatée de 266 hectares à une consommation programmée par la loi limitée à 50%, c'est-à-dire 133 hectares. Ça représente 2660 logements par an face à un besoin de 14 000 logements, un vrai challenge, quoi. Et selon ces calculs, 80% des nouvelles constructions devraient être bâties sur des terrains déjà existants, des friches ou encore des lotissements. Mais les professionnels du secteur préviennent, les opportunités foncières seront clairement insuffisantes. Montpellier, Stéphane Burgat, Europe 1. Pas un seul candidat qui n'ait l'intention de réindustrialiser la France. Eh bien ça tombe bien, le Made in France tient salon porte de Versailles à Paris depuis hier. Salon dont Europe 1 est partenaire, c'est Arnaud Montebourg qui a tiré le fil le premier. Le candidat à la présidentielle a épinglé les pulls de l'armée française fabriqués à l'étranger, sauf qu'il est allé un peu vite en besogne selon le patron de la société Saint-James, l'une des deux entreprises françaises à avoir décroché le marché. Son PDG Luc Sénécal apporte quelques précisions. C'est revenu à deux entreprises. Malheureusement, nous n'avons eu que 10% de cet appel d'offres pour des raisons de qualité. C'est-à-dire que notre concurrent, qui est une entreprise française, elle a eu 90% de ce marché, mais ne fabrique pas en France. Par contre, les 10% que nous avons eus, les pulls sont bien fabriqués en France, sont bien fabriqués à Saint-James. Donc, il y a bien des fabrications françaises de l'armée qui sont faites notamment à Saint-James. Luc Sénécal, président de Saint-James, invité de la France Bouge, que vous pouvez retrouver au salon du Made in France porte de Versailles et du lundi au vendredi sur Europe 1 de 13h à 14h. Le bras de fer se poursuit entre la Biélorussie et l'Union européenne. C'est à qui cédera le premier. L'ONU condamne une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains par la Biélorussie. Les Européens, de leur côté, réfléchissent à de nouvelles sanctions, mais le président Loukachenko prévient Bruxelles. Si tel était le cas, il fermera le robinet du gazoduc qui alimente une partie de l'Europe en gaz. Voilà, cette tronçon du gazoduc qui passe par le Bélarus, qui est propriété de la société russe Gazprom. Donc il y a quand même des chances que ce soit un gros coup de bluff de la part d'Alexandre Loukachenko. Dans ce contexte, la diplomatie a plus que jamais un grand rôle à jouer. Les diplomates français ne diront pas le contraire. Ils s'inquiètent de voir la spécificité de leur formation et de leur métier disparaître, conséquence de la réforme de la fonction publique qui veut fondre les hauts fonctionnaires en un seul corps, celui d'administrateur de l'État. Sauf que l'on ne s'improvise pas diplomate, c'est même tout le contraire. Au ministère des Affaires étrangères, on fronce les sourcils, Jean-Sébastien Soldaini. Conseiller des Affaires étrangères, un titre prestigieux, amené à disparaître. Est-elle une espèce menacée? Des diplomates de métier réagissent. Ils estiment que l'expérience acquise d'ambassade en consulat, d'étage en étage au Quai d'Orsay peut se perdre. Olivier Da Silva de la CFDT Affaires étrangères, ancien ambassadeur, imagine mal un sous-préfet à la manœuvre lors de discussions bilatérales. Vous avez affaire à des professionnels en face. Et sur certains pays qui sont très charpentés et qui ne sont pas spontanément nos amis, je peux vous dire qu'on vous voit arriver tout de suite. Même quand vous êtes du métier, on vous teste. Qu'avez-vous fait comme poste précédemment? Comment êtes-vous entré dans la carrière? Si en plus, vous n'avez pas le parcours professionnel que vos interlocuteurs auront, quand il faudra nouer des alliances, on ne pensera pas spontanément à vous. Donc, c'est un signal de faiblesse. Dans un monde instable et incertain, nous considérons même que c'est dangereux. L'expertise sur les complexes dossiers européens, la maîtrise des langues serait aussi diluée. Ce que d'autres redoutent, c'est que ce choix soit guidé par des raisons de politique interne, faire plaisir à l'opinion publique en supprimant les corps d'élite. Et qu'importe si la France s'affaiblit sur la scène internationale, portée par des diplomates intermittents. Jean-Sébastien Soldaini. La réforme de la haute fonction publique, hautement symbolique à tous les sens du terme, ce sera le thème de Nicolas Bétou pour dans l'édito politique.
politique à 7h50. Comment va la Chine sur le plan économique? Mieux que prévu, si l'on en juge par le succès commercial de la fête des célibataires. Et c'est une véritable institution en Chine. Le pays compte 240 millions de célibataires. Une personne sur 6 vit seule. Et pour tremper l'ennui et la solitude, on consomme sur Internet. Alibaba annonce des ventes records à l'occasion de ce Single Day. Signe aussi que l'économie chinoise ne tourne pas complètement au ralenti. Sébastien Le Belgique, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Pékin. C'est la plus grande plateforme de vente en ligne, Alibaba, qui a levé le voile sur ce nouveau record. 74 milliards d'euros dépensés en 24 heures pour cette fête des célibataires, le 11-11 pour 11 novembre. C'est la plus importante opération de solde du monde, plus importante encore que le Black Friday américain qui se déroule, lui, dans 2 semaines. Mais en Chine, où le géant Amazon est quasiment absent, ce sont les plateformes chinoises qui tirent leur épingle du jeu. Alibaba, Taobao, JD.com ou Pinduoduo, qui chaque année battent des records. Alors on attendait avec impatience ces chiffres parce qu'Alibaba, justement, est dans le collimateur des autorités depuis plusieurs mois, accusé d'abus de position dominante. Et pour se faire bien voir cette année de l'État, Alibaba a d'abord communiqué sur ses opérations caritatives, notamment en faveur de la protection des éléphants chinois. Le gouvernement demande en effet à ces géants de l'Internet, Alibaba c'est plus d'1 milliard de clients, de partager leurs richesses. Autre enseignement, c'est que la consommation finalement se porte plutôt bien en Chine, malgré une forte hausse de l'inflation et des prix à la production qui atteignent un sommet en 26 ans. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Enfin, c'est un pari fou que tente actuellement un nageur paralympique, la traversée du lac Titicaca au Pérou. Théo Curin veut relier à la nage les 2 rives de ce lac perché à 3800 mètres d'altitude et long de 112 km. Un défi d'autant plus grand qu'il est amputé des 4 membres, Cyril de la Morinerie. Oui, Théo Curin est parti mercredi de la plage d'un petit village bolivien accompagné de 2 autres aventuriers, l'ex-nageuse vice-championne olympique Malia Metella et un écologiste Mathieu Wittvoet. Ils sont actuellement en train de se relayer dans une eau très froide et mouvementée à 3800 mètres d'altitude. Une traversée d'une dizaine de jours en totale autonomie. Le trio tracte à tour de rôle une embarcation de 500 kilos. Les 3 aventuriers vont manger et dormir sur ce bateau fabriqué à partir de déchets, car l'objectif, au-delà de l'exploit sportif, est écologique, expliqué à Canal+, Théo Curin. C'est un défi engagé. Aujourd'hui, je nage de plus en plus dans des milieux naturels et des fois, je tombe nez à nez avec des bouteilles de plastique, tout un tas de sortes de plastique, justement, et ça me rend dingue, ça m'énerve. Théo Curin, qui s'est entraîné pendant 1 an dans un lac des Pyrénées, veut montrer que tout est possible malgré son handicap. Après une méningite foudroyante à l'âge de 6 ans, il a été amputé des 4 membres. Sa rencontre avec Philippe Croizon, lui aussi quadri-amputé, fut déterminante. Le nageur intrépide a participé aux Jeux paralympiques, apparaît dans la série Plus belle la vie sur France 3 et est même devenu l'égérie d'une marque de cosmétiques. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Merci Christophe Lamar, vous venez tout à l'heure à 8h30.